Désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site minier du Bois du Luc appartient à l'histoire d'une société charbonnière qui se distingue par son ancienneté et par sa longévité. En effet, cette société a été créée en 1685 et pour nous raconter cette histoire, eh bien, je vous propose de partir à la rencontre de Daisy Van Steen, la conservatrice de l'écomusée du Bois du Luc. Moi j'ai un souvenir, mais j'étais toute petite, mais comme un peu tous les gamins, je veux dire, de la Louvière. Moi j'allais à l'école à Besonrieux et j'ai une image, j'avais pas 10 ans d'être venue ici, et l'image que j'ai gardée, je me souviens pas particulièrement du travail des mineurs, des conditions, etc. Mais moi, c'est vraiment un choc par rapport à la vision architecturale des lieux et toutes ces maisons peintes en jaune. Ça, je me souviens très bien. Donc, je m'appelle Daisy Van Steen, je suis la directrice de l'écomusée. Donc, j'y travaille depuis 13 ans. J'ai cette chance de travailler au cœur de ce site vraiment magnifique et de pouvoir à chaque fois assister au regard émerveillé des visiteurs qui ne l'avaient pas encore vu. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant comme travail. J'ai eu la chance de participer à tous ces travaux du comité de gestion. Ça m'a permis vraiment moi-même aussi de me rendre compte encore plus de la valeur universelle du site. Et le fait que cette reconnaissance vienne de l'extérieur, on dit toujours nul n'est prophète en son pays, mais c'est bien aussi parce que nous avons maintenant peut-être aussi plus de crédibilité au niveau national, au niveau local. Ce qui n'est pas toujours évident. Parfois, quand les gens vivent dans un site, quand ils le côtoient au quotidien, ils se rendent plus compte à quel point il est merveilleux. Donc, c'est un beau cadeau et c'est beaucoup de travail encore, malgré tout, qui nous reste à accomplir. Daisy Van Steen, pourquoi avoir choisi de nous emmener dans l'église? C'est important, Bois du Luc, l'église, pour bien comprendre justement ce village minier. C'est la notion de paternalisme catholique qui est très importante. Et puis c'est aussi intéressant d'y venir avec vous parce que malheureusement c'est un endroit qu'on n'a pas toujours la possibilité de visiter. Donc ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus avec la fabrique d'église qui est devenue vraiment un partenaire privilégié, notamment dans le cadre de toute la dynamique déclenchée par cette inscription, cette candidature à l'UNESCO, on essaye de développer des activités communes. Donc c'est une église qui a été construite en 1905 par le charbonnage. Et le but vraiment avoué, c'est d'éviter que les mineurs oublient leurs devoirs religieux et qu'ils ne s'orientent trop vers le socialisme. C'est ce que l'évêque de Tournai écrit au directeur Omer de Gueldre à l'époque. Alors, elle est intéressante aussi au niveau de sa conception, donc avec ses colonnes en fonte et avec tous les secrets qu'elle détient encore, puisque nous n'avons pas encore étudié complètement le fonds d'archives consacré à l'église. Daisy, l'UNESCO, forcément, ça se mérite. Mais je veux dire, il faut aussi assumer derrière cela. Assumer, ça fait aussi partie de ces travaux en devenir. Oui, il y a énormément de travaux qui sont déjà en cours depuis quelques années. Donc nous, on a la chance d'avoir un site qui est inscrit sur la liste des biens protégés par l'Institut du patrimoine wallon. Et dans ce cadre-là, donc l'Institut du patrimoine wallon a mené une étude complète sur tous les besoins urgents et moins urgents qui doivent être comblés justement en matière de rénovation.
La première phase des travaux, c'était tout d'abord le désamiantage des caves. Et puis ici, on est dans une phase suivante, c'est la rénovation de toutes les toitures des bureaux. Donc ici, on est dans des bureaux qui datent du début du XXe siècle, qui ont été dessinés par Émile Jeanlet, qui à l'époque était un architecte assez célèbre. Il a notamment fait la galerie des dinosaures au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Et donc cet architecte, il a dessiné notamment ce système très ingénieux de lanterneaux. Donc ici on est sur un plancher, mais le sol est percé d'une baie également, qui permettait de laisser pénétrer la lumière le plus longtemps possible. Donc dans un charbonnage très utilitaire, tout est étudié pour travailler le plus possible, même dans les bureaux. À quoi sont destinés ces greniers, ces anciens greniers? Mais ce sont des greniers qu'on ne visitera jamais, malheureusement. Mais nous allons pouvoir les utiliser donc, pour en faire des réserves et pour y entreposer certains fonds d'archives, parce qu'on a des fonds d'archives très importants ici. Non seulement nous avons une partie des archives du charbonnage de Bois-du-Luc, une autre partie est conservée au musée de la mine. Nous avons également la plupart des archives des charbonnages du bassin du centre, les archives de Baume et Marpand, donc les entreprises de construction métallique et ferroviaire, les entreprises des verreries de manage, les archives Solvay également, donc, sur lesquelles nous avons prévu de travailler justement dès 2013, des archives Bock, donc c'est très varié, c'est un patrimoine immense et c'est un patrimoine que l'on est seulement en train de trier, de dépouiller et de pouvoir maintenant inventorier. Vraiment remarquable. On voit encore tous les systèmes de transmission d'énergie aux machines avec ces poulies et ces courroies. C'est tout à fait intéressant. C'est intéressant aussi parce que ça montre encore que le site de Bois-du-Luc, il a plein de potentialités encore en lui. Ces grands espaces, on doit les réaffecter. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Mais notre idée, c'est maintenant de se poser vraiment la question de est-ce qu'on veut absolument que le site de Bois-du-Luc soit complètement dédié à la muséification? Non, justement, on voudrait vraiment que des espaces puissent être des lieux plutôt de polyvalence, des lieux où pourrait plus s'exprimer la participation citoyenne, où les gens pourraient échanger, partager. Il y a des demandes qui viennent parfois d'entreprises, qui cherchent des lieux de rencontre, des associations qui auraient aussi envie de trouver des espaces pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà, on va devoir un petit peu étudier maintenant quelle est la réaffectation la plus intelligente pour ces espaces. Tout ça explique encore bien le mode de fonctionnement de ce microcosme qui a été Bois-du-Luc. Donc ça doit être conservé de toute façon, mais effectivement ça doit évoluer parce que sinon on reste figé et alors on n'évolue pas et puis on reste en huis clos et puis rien ne se passe et voilà, c'est comme ça que le patrimoine va mourir, je pense. Bois-du-Luc, c'est un lieu qui intrigue et qui intéresse beaucoup de gens et c'est un super chouette décor pour y faire toutes sortes d'activités. Donc à côté de notre programme scientifique, de notre programme muséal, des visites qu'on organise, des expositions qui traitent plutôt du thème de l'expérience industrielle, on développe aussi toute une série d'activités, tout un programme beaucoup plus large pour toujours montrer Bois-du-Luc sous des angles différents, sous des regards différents. C'est un lieu dont vous parlez souvent, dont vous parlez avec passion. À tout un chacun, qu'est-ce que vous lui dites lorsque vous le rencontrez et que vous l'invitez à venir découvrir le site? Alors, qu'est-ce que je lui dis? En fait, déjà, il doit se dire, oh là là, on a pas marre de nous parler toujours de Bois-du-Luc, parce que je suis tout le temps en train de parler de Bois-du-Luc, c'est vrai. Mais que c'est un lieu assez impressionnant, parce qu'on a parfois l'impression que le temps s'est un peu arrêté ici. Quand j'ai envie de parler de Bois-du-Luc, parfois, je sors juste ma carte de visite avec une vue aérienne de Bois-du-Luc, et là, les gens me disent, c'est pas possible, tout ça n'existe plus. Mais si, ça existe encore. Donc oui, c'est une volonté de transmettre. Nous sommes vraiment que de passage ici, donc on doit tout faire pour le restituer aussi bien qu'on nous l'a transmis.